Alors, on peut commencer, je pense. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour aux courageux qui ont choisi de- de jouer dans cette deuxième catégorie, qui est certainement beaucoup plus difficile que la première catégorie, vu que c'est les troisièmes et les quatrièmes années qui s'affrontent. Merci aux professeurs qui y ont accepté d'aider. Professeur Kamawi Imen de Oujda, qui est là, qui a préparé ces questions. Professeur Badruddin Alami de Fès, merci. Professeur Lombarki Rizlen de Casa. Et puis, docteur Mourtaji de Agadir, Mourtaji Hajar de Agadir, et aussi docteur Soubehi Leila de Rabat. Alors, cet événement, c'était l'idée du bureau de la SMR Junior que j'aimerais vous présenter un par un. Alors, on a d'abord docteur Chehbi Zakaria de Agadir, voilà. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, qui est le seul représentant de Agadir, puisqu'il n'y a pas beaucoup de résidents encore à Agadir, mais qui est un membre très actif, qu'on remercie énormément. Avec plaisir. Voilà. Et puis, on passe à l'équipe de FES qui sont là. Alors, docteur Anas Khacha, qui est là. Bonjour. Bonjour. Toujours soit en blouse ou en pyjama. D'accord. Donc, et puis, docteur Nabil Lahlou, qui est là. Bonjour. Bonjour Nabil. Docteur Tlemsani Zakia, qui est là. Bonjour. Et puis, docteur Raïs Esma, très active aussi, docteur Raïs. Bonjour, docteur Raïs Esma. Voilà. Alors, on passe à l'équipe active de Marrakech. Et ils sont tous actifs, vraiment une équipe en fer. Alors, je nomme Dr Chehboun Anas. Bonjour. Qui est là. le papa de la SMR Junior. Et puis, Dr Yousra Zouine. Voilà, Yousra Zouine, qui est là. Bonjour Yousra. Et puis, il y a Dr Jawahir Mouna. Jawahir Mouna, qui malgré sa maladie, elle est là avec nous. Merci beaucoup, Mouna. Merci à vous. Et Dr Abidine Ekbir, qui est là aussi. Alors, je pense qu'il a un problème de micro. Alors, et on passe à l'équipe de Casablanca. Alors, l'équipe de Casablanca, il y a Dr Nourdine Leila, qui est là. Bonjour Leila. Dr Youssef Stahi, qui est là aussi. Bonjour Youssef. Alors, Stade Mekouari Younes, j'aimerais lui parler. Alors, Dr Mekouari Younes qui est là aussi. Merci pour votre présence. Et puis, Rita Benani, Dr Benani, Rita aussi, qui est là. Bonjour. Bonjour Rita. Alors, et puis, un élément très important et très actif, c'est Dr Mehdi Menaï Mehdi, qui était déjà un des champions de Piglanta avec le professeur Mohaoui et qui représente la faculté de l'Université Mohamed VI de Casablanca. Alors, et puis, on a les gens de Rabat qui sont aussi en force. Alors, docteur Mustafi Amin, qui est de la faculté Aboul Qassis de Rabat. Bonjour. Bonjour Amin, ça va? Et puis, on a docteur Jahdine Fadwa de Rabat aussi. Bonjour Fadwa. Alors, Jude, je pense qu'elle n'est pas là, elle est de garde. Et puis, docteur Qaddouri Soufiane, qui est là aussi. Bonjour Soufiane. Bonjour madame. Bonjour.
Et puis, il y a l'équipe de Tanger. Il y a l'équipe de Tanger, c'est Dr Tadlaoui Omari Sara et Dr Choukri Al-Mehdi. Donc, Choukri Al-Mehdi qui... Alors, Tadlaoui, elle était là. Apparemment, elle a un problème de connexion. On va essayer de régler ça avec elle. Et puis, l'équipe de Oujda, qui est vraiment, c'est un seul élément, mais elle est très, 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 très sérieuse et vraiment, on est fiers de l'avoir. C'est Dr Rahel Hajar, qui était aussi une des championnes de la Sim Cup internationale, mondiale, et un élément très actif aussi. Bonjour Hajar, et les deux gardes, je sais qu'elle est deux gardes. Et donc voilà, je pense qu'on peut commencer en appelant professeur Mohawi. Professeur Mohawi, vous êtes là? Oui, bien sûr. Oui, voilà, super. Alors, on peut commencer par faire un petit test pour les gens qui ne sont pas habitués à l'application. D'accord. Et donc, je vous demande d'aller vers cette adresse www.menti.com et d'utiliser ce code-là, 94 85 05 15. En tout cas, pour les membres du bureau de la SMR Junior, même si vous jouez et vous gagnez, vous n'êtes pas dans la liste des gagnants. Mais vous pouvez jouer. Comme ça, vous n'êtes pas... voilà. Alors, qui est là? Ça va? On peut voir combien de personnes? Voilà, ça commence, c'est bien. بروفيسور موهبه بالنسبه لهذا حيت اللوغوات خصني ضروري نعاود نرد راسهم باش الشيخ شدوا لي واحد شويه الوقت ان شاء الله مورا العياده تكون مقاده وموجوده حيت هاد اللوغوات خصني نرد راسهم على حساب Madame, on peut le rappeler aussi de se connecter avec le nom, prénom et la ville. C'est vrai, oui, merci beaucoup. Il faut vraiment se connecter avec le nom, le prénom et la ville parce que la dernière fois, on avait un souci avec les gagnants. Il y avait des noms comme Pingu, comme Johnny. Et donc, pour vous reconnaître par la suite si vous gagnez, il faut vraiment mettre le nom, le prénom et la ville, d'accord, devant chaque avatar. Et puis, si vous avez des soucis, vous pouvez nous écrire sur le chat maintenant. Il faut savoir qu'il ne suffit pas de donner la réponse juste, mais aussi être très rapide dans la réponse. Ça compte dans les points. Voilà. Je vois, c'est quand tu veux. OK. On attend juste un petit moment parce qu'il y a encore des participants qui se rajoutent. Alors, c'est juste un essai, juste pour vous familiariser un peu avec l'application. Donc, on peut y aller. Hein. Il y a encore des gens qui rentrent. Donc, ouais. On y va? On y va? Bah, à toi, professeur Mohamed. Ah, bon, allez, première question. C'est encore cette question. Alors, professeur Touil est professeur de cuisine. Non, il n'y a pas la cuisine. Il y a yoga, gastronomie, danse classique et radiologie. D'accord? Donc, il faut être rapide, surtout. Rapide et donner la bonne réponse. Les deux paramètres sont très importants.
Ah oui, yoga, c'est bien ça. J'aimerais bien faire professeur de yoga. Ok, on peut passer. Question 2. Bonjour à tous, c'est Dr. Sbehi. Alors, en quelle année le Maroc avait accueilli la COP 22? 2022, 2020, 2018 ou 2016? Je ne vois pas l'écran. Hein. Ah, c'est mitigé comme réponse. D'accord. On passe à la troisième question. Toujours des questions test avant le véritable concours. Un célèbre tube est utilisé en radiologie. Il s'agit du tube à rayon X, W, V, U. Je vous conseille de jouer sur l'ordinateur parce que si vous faites le jeu sur téléphone, si on vous appelle, vous perdez la connexion et vous perdez des notes par la suite. Voilà, il y a quand même ceux qui ont dit W et V, donc c'est bien, on s'amuse. La quatrième question, alors, voilà. Quelle année Hijr fait-il cette année? 41, 42, 43 ou 44? Ah, cette question est toujours très difficile. Hein. On verra bien. Cette Mohawi, les questions des tests sont toujours très difficiles. Ah, ben super. Eh ben, d'accord. 443, c'est vrai. Oui. Super. OK. Dernière question du test. Quel examen d'imagerie pouvons-nous identifier sur cette image? Une échographie, une TDM, un PET scan, une IRM. Merci Google pour moi. Ah oui. Pour moi, c'est du doigt. Non, ça va. Hein. Alors, il y a encore des gens qui rentrent. Peut-être pour assister. Non, Non, parce que... les préinscrits. Que les inscrits, effectivement. D'accord. Donc, voilà, je pense que maintenant, les gens se sont familiarisés un petit peu avec et c'est qui? C'est Ouidad Abou. Justement, voilà, Ouidad Abou, il vaut mieux écrire la ville aussi. Donc, Ouidad Abou. Je vois, il y a beaucoup de monde qui ne met pas la ville. C'est un peu gênant. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment mettre la ville. Donc, c'était un test, mais tant mieux. Il faut vraiment mettre la ville pour qu'on arrive à vous reconnaître. Et donc, Guismi Ibtissam, regardez, Oujdan, Agadir, c'est bien. Fès et Rabat aussi, ben, c'est bien, c'est super. Ça, c'est une bonne chose. Bon? OK, maintenant, oui, c'est bon. Maintenant, je pense qu'on peut passer au véritable test. Alors, bonjour, Dr. Leila Sabahi, elle vient de nous rejoindre. Alors, on peut passer au test maintenant, professeur Mohamed? Oui, tout de suite. 2 secondes. D'accord. Nom, prénom, année. Avec Surtout la ville. Sincèrement, que ce soit 3e ou 4e année, c'est pas... Voilà. Alors, maintenant, de la même façon, on fait www.menti.com et on utilise le code suivant 57 55 01 54. 57 55 01 54. Vous mettez le nom, le prénom et la ville.
Voilà, www.menti.com et le code, il est affiché ici. 57 55 01 54. Pas de réponse sur le chat. Voilà. Uniquement sur le Menti. Leïla fait le gendarme. Hein. Docteur Martine, elle fait le gendarme. Mais qu'est-ce Ah oui, super. Alors, on va attendre que tout le monde met son nom, son prénom, la ville, que tout le monde a son avatar. On verra qui va gagner cette fois-ci. C'était un pingouin la dernière fois. Et donc aujourd'hui, on verra bien. Alors, si vous avez des soucis avec les images, vous pouvez zoomer. Vous pouvez zoomer sur le Mentimeter, ça ne pose pas de soucis, donc vous pouvez zoomer. Il faut répondre juste et rapidement. Les deux paramètres sont importants pour avoir des points. Je pense que tout le monde est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a encore des soucis avec l'application? S'il y a un souci, vous le dites sur le chat et ce sera le dernier message sur le chat Zoom. Je pense que tout le monde est là. Et donc, ala barakatillah, on va commencer. Bismillah. Allez. Première question. Le segment M3 de l'artère cérébrale moyenne est appelé aussi le segment horizontal, le segment insulaire, le segment operculaire ou le segment cortical. Le segment M3 de l'artère cérébrale moyenne est appelé horizontal, insulaire, operculaire ou cortical. D'accord. Deuxième question. Le territoire vasculaire coloré correspond à quel territoire vasculaire? De l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne, l'artère choroïdienne antérieure ou l'artère cérébrale postérieure. De quel territoire vasculaire il s'agit? C'est le territoire coloré. Il y a encore beaucoup de réponses justes, c'est super. La troisième question. Le territoire vasculaire ischémique correspond à quel territoire exactement? L'artère cérébrale antérieure, cérébrale moyenne, choroïdienne antérieure ou cérébrale postérieure? Super. Beaucoup de bonnes réponses, c'est bien. Question numéro 4. Le signe du colibri est retrouvé dans quelle pathologie? Dans la paralysie supranucléaire progressive, atrophie multisystématisée, dans la maladie de Parkinson ou dans la dégénérescence cortico-basale. Paralysie supranucléaire progressive, atrophie multisystématisée, la maladie de Parkinson ou la dégénérescence cortico-basale.
Super, beaucoup de bonnes réponses, c'est bien. La 5e question. L'aspect en yeux du serpent est caractéristique de quelle pathologie? L'infarctus médulaire, le déficit en vitamine B12, le déficit en cuivre ou la NMO. Les yeux du serpent, on les retrouve dans quelle pathologie? Infarctus médulaire, déficit en vitamine B12, déficit en cuivre ou la NMO. Question numéro 6. Le signe du liseran ou du lipomé est retrouvé dans quelle pathologie? Dans la paralysie supranucléaire progressive, dans l'atrophie multisystématisée, et la maladie de Parkinson ou la dégénérescence cortico-basale. Le signe du liseran ou de lipomé, dans quelle pathologie on le retrouve? D'accord. 7e question. Le signe de la face du panda géant est retrouvé dans quelle pathologie? La maladie de Parkinson, la maladie de Wilson, la surcharge en fer ou la dégénérescence cortico-basale. Le signe de la face du panda géant. Parkinson, Wilson, surcharge en fer, dégénérescence cortico-basale. Super. 8e question. Quel est votre diagnostic? Vous avez des images, 2 images. Quel est votre diagnostic? Est-ce que c'est un anévrisme de l'artère communicante antérieure, un craniopharyngiome, un macroadénome hypophysaire ou une apoplexie pituitaire? Bien. Question suivante. Comment grader l'envahissement du sinus caverneux droit selon la classification du CNOSP? 2, grade 2, grade 3, grade 4 ou grade 5? Comment vous gradez l'envahissement du sinus caverneux droit selon la classification du CNOSP? Super. La 10e question. Patient présentant une tétraparésie d'installation progressive, quel est votre diagnostic? C'est un astrocytome, c'est un hémangioblastome, c'est un épendymome ou une malformation artério-veineuse? Tétraparésie d'installation progressive, astrocytome, hémangioblastome, épendymome ou malformation artério-veineuse. Super. 11e question. Patient présentant des douleurs de la hanche depuis 1 mois. Quel est votre diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, d'une coxarthrose, d'un remplacement médulaire ou d'une algodystrophie?
Ok. 12e question. Adolescent de 15 ans qui présente un traumatisme du genou. Quel est votre diagnostic? C'est une rupture isolée du LCA, une rupture du LCP. Il s'agit d'une fracture avulsion du LCA ou d'une rupture du tendon poplité. Que beaucoup de bonnes réponses, c'est bien. Patient présentant des douleurs postérieures de la cheville, quel est votre diagnostic? Algodystrophie, fracture de fatigue de l'extrémité inférieure du tibia, rupture du tendon d'Achille ou il s'agit d'un angle postéro-supérieur du calcaneus qui est saillant. Super, très bonne réponse. Question numéro 14. Dans le ligament scapho-lunaire, quel est l'élément fonctionnel le plus important? Est-ce que c'est le ligament dorsal, proximal, ventral ou intermédiaire? Quel est l'élément fonctionnel le plus important? Dorsal, proximal, ventral ou intermédiaire? D'accord. Ok. Question numéro 15. La lésion de l'infraspinatus correspond à, est-ce qu'il correspond à une rupture de la jonction myotendineuse, à une neuropathie du nerf suscapulaire, à une neuropathie du nerf axillaire, ou à un abcès au niveau de l'infraspinatus? Wow, super, super, super. Oh, super. 16e question. Sur cette IRM, quels sont les éléments pathologiques? C'est l'infraspinatus et le deltoïde, le supra et l'infraspinatus, le teres minor et le deltoïde, ou le supraspinatus et le deltoïde. Quels sont les éléments qui sont pathologiques sur cette image IRM? Mhm. 17e question. Patient présentant une douleur intense de l'épaule droite avec une échographie qui est normale. Quel est votre diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'une rupture transfixion du supraspinatus, d'une bursite sous-acromioddeltoïdienne, d'une capsulite rétractile ou d'une arthrite de l'épaule? Les joies, après les réponses, est-ce que tu veux qu'on fasse des commentaires ou on avance? Après, Leïla, s'il te plaît, après. D'accord. Alors voilà, c'est bon. 18e question. Patient de 70 ans présentant des douleurs osseuses diffuses. Quel est votre diagnostic? Lésion mixte d'origine secondaire, ostéodystrophie rénale, déminéralisation osseuse géodique et diffuse ou maladie osseuse de Paget.
D'accord, super. 19e question. Patient de 70 ans qui présente des douleurs testiculaires. Quel est votre diagnostic? Est-ce que c'est une dilatation du rététistis, un abcès testiculaire, un varicocèle intratesticulaire ou une tumeur solidokystique testiculaire? Super, c'est bon ça. 20e question. Patient présentant des douleurs aiguës de l'hypocondre droit. Quel est votre diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'un kyste biliaire hémorragique, d'un kyste cilié, d'une masse kystique tout court, bénigne, ou d'un kyste hydatique? D'accord. Quel est votre diagnostic? Kyste biliaire, kyste péribiliaire, pardon, amartome biliaire, maladie de Caroli ou polykystose hépatique? Super, bonne question. Alors, 22. Douleur de l'hypocondre gauche, à type de torsion, pas de fièvre, biologie normale. Quel est votre diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'une nécrose colique ischémique, d'une pneumatose kystique intestinale, de colite pseudomembraneuse ou de diverticulose colique? D'accord. 23. Douleur de l'hypocondre droit irradiant à la région ombilicale avec une biologie normale. Quel est votre diagnostic? Appendagite, liposarcome, ulcère perforé bouché ou torsion du ligament rond? Ah, d'accord. 24e question. Un tableau d'occlusion, c'est un tableau d'occlusion sur, est-ce que c'est sur bride, sur tumeur colique, sur mésentère commun ou volvulus de Subouni? Facile. 25e question. Quel est le diagnostic le plus probable? Carcinome à cellules claires, carcinome à cellules chromophobes, oncocytome, angiomyolipome pauvre en graisse. Quel est le diagnostic le plus probable?
Mitigé. 26e question. Le signe du Kissing Ovaries est caractéristique d'une endométriose péritoniale, utérine, ovarienne ou d'une adénomiose. Le signe du Kissing Ovaries est caractéristique d'une endométriose péritoniale, utérine, ovarienne ou d'une adénomiose. D'accord. 27e question. « 34 ans non-fumeur dyspnéique. Quel est le diagnostic le moins probable? Le diagnostic le moins probable. Thymome, carcinome à petites cellules, tumeur germinale maligne ou lymphome. C'est le diagnostic le moins probable. Super. 28e question. Patient de 50 ans qui présente une toux, une hémoptysie de faible abondance. Quel est votre diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'un processus tumoral du lobe inférieur droit, d'un foyer de pneumopathie, d'une malformation artério-veineuse ou d'une séquestration pulmonaire? Super. La dernière question, patient de 30 ans, dyspnéique. Quel est votre diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'une lipomatose médiastinale, d'un thymolipome, d'un liposarcome, d'un lipoblastome? C'est la dernière question. Et on va voir qui sont les gagnants. Alors, oui, il faut le voir. Ok. Alors, on va voir. Alors, Fès, المنصف غادة فاس أبو وداد وجدة هاجر عبد الوهاب وجدة وجدي ريمد وجدة يوسف الساخي دو كازا alors Mehdi de Rabat Taousi Reda de Casa Adjimabou Frédéric de Marrakech Zineb Bouanani on ne sait pas quelle ville Sadouki Fatima pardon ah d'accord et Sadouki Fatima de Fès voilà. Donc, la première, elle est de Fès, et le Monsef Rada de Fès. Félicitations. Alors, bien sûr, on va prendre les 12 premiers, bien sûr. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y avait un grand écart, professeur Mouhaoui, dans les points? Pas vraiment. Pas vraiment. Là, non, on va dire les 3 premières largement. D'accord. Les 3 premières, ils se détachent largement. Très bien, très bien. Après, ça se... Voilà. Mais c'est surtout les 3 premières. D'accord, très bien. Donc, voilà. Donc, maintenant, je pense qu'on peut passer à la correction. Ça va, je pense que c'était quand même facile, je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Kousikoussa. Le dernier cas difficile. Le dernier cas. Ah oui. Oui, c'est vrai, le dernier cas. Il y avait beaucoup de cas où il y avait des... oui, où il n'y avait pas de consensus, on va dire, mais voilà.
Alors, on va essayer de partager l'écran pour voir ce qui a cloché vraiment dans les questions. Alors, la première question, alors déjà la première question, je pense qu'il y avait, beaucoup comment dire, il n'y avait pas une réponse prépondérante en tout cas. C'était le segment M3 de l'artère cérébrale moyenne qui est appelé aussi horizontale, insulaire, operculaire ou corticale. Alors, horizontale ou basale, c'est la M1, d'accord? La M2, c'est le segment insulaire, puisqu'il longe un peu le lobe insulaire. Et puis, le segment M3, c'est le segment operculaire. Operculaire, c'est par rapport à l'opercule frontoparietal ou le lobe paracentral, parce qu'il longe l'opercule pour donner par la suite le M4 qui est cortical, la M4 qui est corticale. Donc, la bonne réponse, c'était plutôt operculaire et c'était relatif à l'opercule frontoparietal ou ce qu'on appelle le lobule paracentral. C'était la première question. La deuxième question, c'était par rapport au territoire vasculaire qui est coloré. Il correspond à quelle artère? Là, on avait beaucoup de réponses justes en tout cas. Et ça correspondait bien évidemment à l'artère cérébrale antérieure. Il y en avait ceux qui ont répondu à artère cérébrale moyenne et ceux qui ont répondu à artère choroïdienne antérieure, mais c'est plutôt l'artère cérébrale antérieure. Et exactement, c'est l'artère, ce qu'on appelle l'artère centrale longue ou ce qu'on appelle la récurrente de Ebner et qui est une branche de l'artère cérébrale antérieure. Elle naît soit de la A1, soit de la A2. D'accord? Et donc, c'est une branche qui va vasculariser la tête du noyau caudé. Donc, la bonne réponse, c'était l'artère cérébrale antérieure. Le territoire vasculaire ischémique correspondant, il y avait beaucoup de bonnes réponses, c'est super, c'était l'artère choroïdienne antérieure, effectivement, puisque l'artère choroïdienne antérieure est responsable de la vascularisation du bras postérieur de la capsule interne. Juste un petit rappel, donc on voit un peu en rose tous les territoires qui sont vascularisés par l'artère choroïdienne antérieure, à savoir la partie toute externe des noyaux thalamiques et le bras postérieur de la capsule interne. Voilà. Ça, c'était facile. Le signe du colibri, c'était très facile et effectivement, c'était la paralysie supranucléaire progressive et donc qui se manifeste par une atrophie mésencéphalique et le pont, il garde son volume, effectivement. Et pour confirmer un peu le diagnostic, il faut normalement mesurer la surface mésencéphalique et faire un rapport entre la surface mésencéphalique et la surface pontique. Et le rapport, il doit être inférieur à 0,12 pour confirmer la paralysie supranucléaire progressive. Et donc, comme vous voyez, on voit très bien cet aspect qui est concave, l'atrophie mésencéphalique. On voit le colibri, la tête, le ventre et puis les ailes qui sont représentées par le cervelet. En tout cas, c'est un joli signe qu'on aime bien. On aime bien voir, en tout cas. Et de la même façon, pour le colibri, il y a le liseran. Le liseran aussi, il est retrouvé dans la paralysie supranucléaire progressive. C'est une coupe qui est axiale et qui montre un peu cet aspect en liseran ou hypomée, qui montre un peu l'atrophie mésencéphalique. Donc, les deux signes et pour la paralysie supranucléaire progressive. Les yeux du serpent, c'est une lésion ou c'est un aspect qui est caractéristique de l'infarctus médulaire. Regardez, on a cette coupe, on a ces deux points ici qui sont en hypersignal et qui ressemblent un peu aux yeux du serpent. En tout cas, on peut les appeler les yeux du serpent, c'est ce qui est communément appelé, mais aussi il y a les yeux de la chouette, en tout cas, d'accord, mais c'est les yeux du serpent qui est le plus connu et le plus répandu.
Et pourquoi cet infarctus médulaire? Ce n'est pas n'importe quel infarctus, mais c'est un infarctus médulaire qui est aigu et antérieur. Antérieur et pas postérieur, parce qu'il est dû à une lésion au niveau de l'artère spinale antérieure, alors que les deux artères spinales postérieures restent correctes. Et c'est pour ça qu'on a ces deux points ici qui sont vraiment à la partie toute antérieure. Le signe de la face du panda géant, ça, tout le monde l'a connu, très facile, le Wilson. On reconnaît très bien les noyaux rouges, la substance noire ici, au niveau des oreilles. Les noyaux rouges, c'est les yeux. Et puis la bouche, c'est le colliculus supérieur. Et donc, on voit très bien cette image très caractéristique de la maladie de Wilson. Ça ne pose aucun problème. Ici, quel est votre diagnostic? Quel est votre diagnostic? Alors, c'était quelle question? Professeur Mbarki, c'était quelle question? Voilà. Oui, madame? Oui, alors cette question, je vous laisse la débriefer. D'accord. Donc, est-ce que vous avez la... Voilà, alors, je pense que cette question n'a pas posé de problème. La majorité ont répondu juste, c'est une apoplexie pituitaire. Et donc, on va essayer rapidement de passer dessus. Elle survient, il s'agit d'un infarctus ou hémorragie de l'hypophyse. Elle survient la majorité du temps sur un macroadénome hypophysaire, mais elle peut aussi survenir sur une glande normale. Alors, la TDM est peu sensible. Et le dénominateur commun entre la TDM et l'IRM, c'est le niveau liquide-liquide qui témoigne justement de cette hémorragie. Et l'injection de gadolinium, par exemple, va montrer un rehaussement variable, souvent périphérique. Et la diffusion peut montrer de la restriction de la diffusion dans les zones solides infarcies. Donc, je suis passée rapidement parce qu'on a eu un maximum de bonnes réponses. Voilà. Oui. Ici, comment grader l'envahissement du sinus caverneux selon la classification de KNOSP? Alors, est-ce que c'est grade 2, est-ce que grade 3, est-ce que grade 4 ou grade 5? Et là, alors là, c'était plutôt la réponse des grades 3. Professeur Kamaoui. Oui. Alors, bonjour à tous et welcome Broca. Donc, effectivement, quand on a des adénomes hypophysaires et des macroadénomes hypophysaires, il faut obligatoirement étudier leur extension dans le sinus caverneux. Pourquoi? Parce que c'est un facteur pronostic. Et ici, je vous transmets la classification de KNOSP qui a été revisitée. Donc, on trace en fait des lignes virtuelles. Alors, passant soit par les bords internes, soit par la moitié, soit par les bords latéraux des carotides intracaverneuses. Et puis, on étudie le degré d'invasion ou de dépassement de ces lignes virtuelles. Alors, c'est classé de grade 0, où il n'y a pas de contact avec le sinus caverneux, schématisé bien sur le schéma numéro A. Le grade 1, où la tumeur, elle pousse un peu la paroi médiane du sinus caverneux, mais ne dépasse surtout pas la ligne qui passe par le centre des deux segments carotidiens. Alors, le grade 2, c'est un franchissement de la ligne tangente qui passe par les bords latéraux. Donc, on voit bien que le grade 2, plutôt, elle ne dépasse pas la ligne tangente, excusez-moi. Elle dépasse la ligne qui passe par le centre, mais elle ne dépasse pas la ligne qui passe par les bords latéraux. Alors, le grade 3 a été subdivisé devant le développement de l'endoscopie en matière de chirurgie des adénomes hypophysaires, donc en 2 grades, le grade de 3A et le grade de 3B en fonction de l'invasion de la partie supérieure du sinus caverneux ou de la partie inférieure du sinus caverneux. Et puis, le dernier grade, c'est l'englobement complet de la carotide interne, comme c'est bien schématisé dans le schéma numéro 9, le numéro F. Voilà. Donc, par rapport à l'ancienne classification, on a éliminé le grade 5 et… c'est voilà. ça. D'accord. C'est ça. Merci en tout cas pour ce rappel, très important. Alors, l'autre question, c'était par rapport à une tétraparésie d'installation progressive.
le diagnostic, je pense que ce diagnostic aussi n'a pas posé beaucoup de soucis, je ne sais pas. Oui, alors, une majorité ont répondu juste hémangioblastome. Par contre, le deuxième diagnostic le plus sélectionné, c'était l'astrocytome. Donc, je pense que ça mérite, voilà. Donc, on a eu 13 personnes hémangio et 10 personnes quand même astrocytome. Donc, ça mérite une petite mise au point pour… Alors, l'hémangioblastome spinal, c'est la troisième tumeur intramédulaire. Alors, c'est une tumeur bénigne, sans risque de dégénérescence. Donc, dans la classification d'OMS de 2021, qui est toute récente, c'est un grade 1. Donc là, il n'y a pas de problème. Elle va intéresser la moelle dorsale dans 50% des cas. La moelle cervicale, comme c'est le cas sur cette image, dans 40% des cas. Elles sont majoritairement excentrées, mais elles peuvent aussi être centromédulaires. Elles sont souvent uniques, mais elles peuvent aussi être multiples. Plaque suivante, madame, s'il vous plaît. Alors, s'il y a un signe qui est très important à retenir, c'est ce caractère hypervasculaire. C'est cette prise de contraste qui est intense de ce nodule, en fait. Et ça, c'est par rapport à l'astrocytome, ça peut un petit peu faire la différence. Donc, vous avez une tumeur qui est vraiment de rehaussement vivide. Et donc, voilà, alors elle peut se compliquer d'hémorragie sous-arachnoïdienne parce qu'elle saigne, d'hématomyélie aussi quand elle est intramédulaire, mais c'est surtout ce caractère hypervasculaire qui vous rend service. Voilà. Mais il ne faut pas oublier dans cette situation, il ne faut pas oublier que le diagnostic différentiel se pose aussi avec une malformation artério-veineuse, donc tout ce qui est tumeur vasculaire ou malformation vasculaire. Voilà, merci madame. D'accord, merci à vous. Alors, on va passer… Ah oui, alors 57 ans, douleur de la hanche droite depuis un mois. Et voilà, cette question a été posée par Dr Mortaji. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, d'une coxarthrose, d'un remplacement médulaire ou d'une algodystrophie? Et sur cette question, il y avait beaucoup de réponses fausses, en tout cas. Alors, oui, tout à fait. Donc, la plupart ont répondu ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Donc là, il s'agissait d'une lésion de remplacement médulaire tumorale. Donc, il s'agissait d'une tumeur dans le cadre de localisation secondaire d'une leucémie aiguë myéloïde. Parmi les diagnostics différentiels, donc on a l'ostéonécrose aseptique, mais là, ce qui manque, on n'a pas dans l'ostéonécrose aseptique, c'est des lésions, c'est des anomalies de signal en plage de la tête fémorale, mais qui sont concaves vers le haut, avec le liseré de démarcation au hyposignal T1 et T2 qui manquent dans ce cas. Donc là, on a une disparition franche des travées osseuses. C'est une lésion en hypo T1, en hyper T2, avec une extension vers la cavité articulaire. Donc, ce n'était pas une ostéonécrose aseptique de la hanche parce qu'on n'avait pas donc ce liseré de démarcation. C'était pas non plus donc une coxarthrose ni une algodystrophie. Dans la coxarthrose, donc c'est des anomalies de signal aussi de part et d'autre, donc qui vont intéresser aussi bien le cotyle que la tête fémorale. Et donc avec souvent une ostéophytose, un pincement de l'interline articulaire, donc qui font partie des signes cardinaux de l'arthrose. Pour l'algodystrophie, l'hyposignal, la plage, elle n'est pas aussi nette, donc ça va être les contours de la plage d'anomalie de signal vont être beaucoup plus flous, et c'est des anomalies de signal de la tête, du col fémoral, et ce qui orienterait beaucoup plus vers une algodystrophie, donc c'est l'évolution par la suite, donc c'est un caractère migrateur de ces anomalies de signal. Donc on retient une lésion de remplacement médulaire pour ce cas. Voilà. Je suis sûre que beaucoup allaient répondre, mais c'est aussi le fait qu'il faut répondre rapidement. Rapidement, oui, tout à fait. On n'a pas le temps pour fixer l'image, et donc il y a deux paramètres. Il ne suffit pas de savoir, mais de savoir rapidement. Donc c'est ce qui joue, en tout cas, dans ce concours. Alors, et cette question sur le traumatisme du genou, par contre, c'est là où il y avait beaucoup de bonnes réponses, en tout cas. Quel est votre diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'une rupture isolée du LCA, d'une rupture du LCP? Et donc, Dr Mortaji, c'était plutôt une fracture avulsion du LCA. Oui, exactement. Donc, ce n'est pas une rupture isolée, c'était une fracture avulsion du LCA.
Là encore, il y a selon le degré de déplacement du fragment, il y a une classification de Meyers et McKeever. Donc, avec le type 1 où on n'a pas de déplacement, le type 2, donc on aura un déplacement antéro-supérieur du fragment. Dans le type 3, ça sera une séparation complète du fragment avec, dans le sous-type 3A, ça va intéresser une petite portion de l'échancrure et dans le type 3B, ça va intéresser une grande partie de l'échancrure. Dans le type 4, c'est plutôt une fracture comminutive ou un déplacement en rotation donc, du fragment. Pour les autres propositions, donc, je pense que c'était facile, ce n'était pas une rupture du LCP ni du tendon rotulien puisqu'on les voyait très bien tendus et continus. Voilà. Exact, oui. Alors, et cette question aussi, c'était une question assez facile parce qu'on avait un maximum de bonnes réponses et c'était un angle postéro-supérieur du calcaneus qui était saillant ou Dr Mortaji. Oui, tout à fait. Donc, ça a été bien vu. On a l'angle postéro-supérieur du calcaneus qui est pointu, qui est saillant, qui est à l'origine du syndrome de Haglund, où on a un conflit généralement entre la chaussure d'une part, ce bord qui est pointu du calcaneus et le tendon d'Achille. Donc, pour les autres propositions, ce n'était pas une rupture du tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, il est continu. On peut avoir des anomalies de signal de ce tendon en regard du bord pointu du calcaneus. Et puis, ce qui oriente aussi vers le diagnostic, donc c'est la bursite pré- et rétro-achilléenne. Alors, pour cette question, dans le ligament scapulaire, quel est l'élément fonctionnel le plus important? Et là aussi, il y avait quelques discordances. En tout cas, la plupart a dit le segment proximal. Alors, juste pour vous montrer, ici, c'est le segment ventral ou volar. Ici, c'est le segment proximal ou intermédiaire. Et ici, c'est la partie dorsale. D'accord? Et c'est la partie dorsale qui est vraiment l'élément fonctionnel le plus important qui empêche tout ce qui est dizzy. Il est le plus épais et le plus important fonctionnellement. Ce n'est ni l'intermédiaire ou proximal, ni le ventral ou le volar. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus fins par rapport au dorsal. Ça, quand on parle du ligament scapho-lunaire. Dans le ligament lunotriquetral, c'est le contraire. C'est le ligament ventral qui est le plus fonctionnel, qui est le plus épais. Donc, le scapho-lunaire, il faut retenir toujours dizzy. Ça empêche le dizzy, le dorsal, et donc c'est le dorsal qui est le plus important et le plus important fonctionnel. Alors ici, dans la lésion de l'infraspinatus, elle correspond à quoi exactement? Est-ce qu'elle correspond à une rupture de la jonction myotendineuse, à une neuropathie de quel nerf scapulaire ou axillaire, ou à un abcès de l'infraspinatus? Ici, il y avait aussi beaucoup de discordances dans les réponses. Alors, tout simplement, c'est une rupture de la jonction myotendineuse. On voit l'aspect odémateuse de la jonction myotendineuse, d'accord? Et on voit un aspect qui est caractéristique, qu'on appelle l'œil noir, d'accord? Qu'on le voit sur le plan sagittal. Cet œil noir, ce n'est pas un abcès, ce n'est pas en faveur d'une neuropathie, mais plutôt d'une rupture de cette jonction myotendineuse. On le voit sur les séquences T2-FAT7 sagittale, typique de la rupture de la jonction myotendineuse. Donc, à retenir, l'œil noir, c'est la rupture. D'accord? Bien sûr, dans les neuropathies, on peut avoir un aspect œdémacié comme ça. On peut avoir pas un œdème, mais ça doit répondre à un territoire particulier et puis on n'aura pas cette lésion caractéristique. Normalement, on doit avoir que de l'œdème sans aucune autre lésion. Alors ici aussi, il y avait beaucoup de discordances sur cette image. Quels sont les éléments pathologiques? Alors ici, c'est le supraspinatus, ici, c'est l'infraspinatus. Et on remarque que c'est le deltoïde et le teres minor, le petit rond ici, qui sont atrophiques et qui sont en hypersignal. Et donc, c'était vraiment le teres minor et le deltoïde
qui était pathologique sur cette image. Et quand on voit ces deux éléments qui sont atrophiques et qui sont en hypersignal, on pense directement à une neuropathie. Et cette neuropathie, ce sont des signes de dénervation et c'est exactement le territoire du nerf axillaire. Ce n'est pas le suprascapulaire, parce que dans le suprascapulaire, on va avoir le supraspinatus et l'infraspinatus selon le lieu de la compression ou le lieu où il y a le problème au niveau du nerf, soit au niveau de l'échancrure sous-scapulaire, soit au niveau de l'échancrure spinoglénienne. Mais quand on a le deltoïde et le teres minor, il faut penser au nerf axillaire et ce sont des signes de dénervation des nerfs axillaires. Voilà. Ici, c'est une question de professeur Al-Alami avec nous. Patient de 40 ans, douleur intense de l'épaule droite avec une échographie normale. Et donc, je pense que beaucoup de personnes ont répondu juste. N'est-ce pas, professeur Al-Alami? Oui, alors, oui, la plupart des gens ont répondu correctement à cette question. Bon, c'est une question qui est facile. Alors, il s'agit de la capsulite rétractive. C'est une pathologie qui est assez courante et assez fréquente qu'on rencontre habituellement dans la pratique quotidienne. Donc, il se manifeste par une limitation fonctionnelle des amplitudes actives et passives de l'articulation gléno-humérale. Ça va être à l'origine de douleurs, bien évidemment, au niveau de l'épaule. Cette douleur va être au départ aiguë et va intéresser le moignon du deltoïde et va irradier vers le bras, vers l'avant-bras, et va irradier même vers le poignet. Et ça dure quelques semaines à 3 mois. Et puis vient la deuxième phase qui est la phase d'emblédissement. Et alors là, on a beaucoup de mal à mobiliser l'épaule. On a une raideur, une atténuation progressive de la douleur en même temps. Donc la deuxième phase, c'est la phase d'emblédissement avec diminution de la douleur. Ça va durer de 2 à 6 mois. Puis s'installe la troisième phase, qui est la phase froide, avec disparition de la douleur et persistance de l'emblédissement. Donc, à vrai dire, il y a 3 phases. La phase initiale, c'est la douleur. La deuxième phase, c'est l'enraidissement, plus douleur, qui commence à diminuer quand même. Et la troisième phase, c'est l'enraidissement uniquement. Alors, pour l'imagerie, à vrai dire, le diagnostic il est essentiellement clinique. C'est l'examen clinique qui pose le diagnostic. On est amené à faire l'imagerie si on a un doute quand même diagnostique. Et là, on commence bien évidemment par la radiographie standard, c'est juste pour éliminer les diagnostics différentiels, à savoir éventuellement un conflit sous-acromial ou une arthrose. On fait l'échographie de l'épaule pour rechercher d'autres entités qui peuvent être à l'origine d'une douleur de l'épaule, notamment une tendinopathie ou une rupture des tendons de la coiffe. Mais pour le diagnostic de la capsulite en échographie, ça demande quand même assez d'expérience. Il faut avoir une bonne machine déjà pour identifier les structures anatomiques qui sont impliquées. Il faut savoir bien sûr il faut avoir une bonne connaissance de l'écho-anatomie de l'épaule pour identifier bien sûr cet intervalle de rotateur et pour chercher éventuellement l'épicissement du ligament coraco-huméral qui est impliqué dans cette pathologie. Et à partir de certaines valeurs seuil, on parle d'une capsulite, c'est à partir d'un épicissement qui dépasse, bon, les différentes études ont montré une valeur seuil de 3 mm qui est assez spécifique. Alors, pour l'IRM, ça reste l'examen droit, qui pose le diagnostic, bien sûr. On la demande lorsqu'on a une persistance de doute diagnostique. Et la sémiologie en IRM, elle est évidente. Vous aurez un épicissement de la synoviale qui est marqué, notamment au niveau de la région du rhésussus axillaire et au niveau de l'intervalle du rotateur. Et certains parlent d'un épicissement au-delà de 4 mm avec une sensibilité très élevée, une spécificité pratiquement de 95%. Le deuxième signe, bien sûr, c'est l'hypersignal et l'infiltration odémateuse. On va chercher dans l'intervalle du rotateur et également dans le triangle graisseux sous-scapulaire et dans la région du rhésussus axillaire. L'injection de produit de contraste va nous montrer une prise de contraste au niveau du rhésussus axillaire, bien sûr, et au niveau de l'intervalle du rotateur. Et en général, le diagnostic en IRM, vraiment, il est facile. Voilà.
D'accord, merci beaucoup, professeur Lalani. On passe à l'autre question. 70 ans, douleur osseuse diffuse. Quel est votre diagnostic? Alors, professeur Loubarki. Oui, alors cette question, elle n'a pas du tout posé de problème. C'est super. Une majorité de bonnes réponses, juste. Donc, il s'agit d'une maladie osseuse de Paget. Donc, c'est une ostéodystrophie bénigne caractérisée par une hypertrophie osseuse segmentaire liée à un remodelage osseux anarchique et exubérant. Donc, c'est une pathologie qui peut être mono-ostéotique, c'est-à-dire intéresser un seul os, ou polyostéotique, intéresser plusieurs os. Les signes radiologiques, et là, c'est sur cet élément-là que je vais insister, et le reste, c'est des connaissances générales. Alors, les signes radiologiques, on a une condensation globale. On a une dédifférenciation corticomédulaire parce que même la médulaire devient plus dense, donc ça se confond. Une hypertrophie ou déformation osseuse, il y a carrément une déformation des segments osseux et aussi des membres, et une condensation osseuse trabéculaire. Donc c'est une pathologie qui peut être asymptomatique, mais elle peut aussi être symptomatique, elle peut se compliquer. Et la complication la plus sévère, c'est la dégénérescence sarcomateuse, qui est quand même rare, heureusement. Et voilà, je vous remercie. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, merci. En tout cas, les signes radiologiques, c'est très joliment schématisé ici. Vraiment. Ok, on passe à l'autre, de l'os aux douleurs testiculaires, professeur Loubarki. Alors, le diagnostic, ça aussi, on avait beaucoup de bonnes réponses. Une majorité de bonnes réponses, effectivement, avec 22 personnes qui ont répondu dilatation du rété-testis, mais il y a aussi 11 personnes qui ont répondu tumeur solidokystique, ce qui est complètement légitime. C'est complètement légitime de tiquer devant cet aspect, se dire est-ce que ce n'est pas une tumeur? Mais non, je vous rassure, c'est une dilatation du rété-testis qui est une pathologie complètement bénigne et de découverte complètement fortuite. À l'échographie, il s'agit de multiples petites formations kystiques ou tubulaires, remplaçant et élargissant le île testiculaire de disposition géographique. Donc, la disposition géographique, l'absence de syndrome de masse et l'absence de vascularisation interne nous rassure et nous dit que c'est plutôt une dilatation ou ectasie du rété-testis. On peut aller jusqu'à faire une IRM et à ce moment-là, il n'y a aucune prise de contraste. Le diagnostic différentiel se pose avec la varicocèle intratesticulaire, mais là, bien sûr, il y a un signal Doppler. Et le cystadénome du rété-testis, mais là encore, il y a une prise de contraste lors de l'injection de gadolinium en IRM. Voilà. D'accord, mais même en échographie, on fait la part des choses. Absolument. Justement, on ne va pas aller jusqu'à l'IRM pour cette pathologie, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, professeur Loubarki. Avec plaisir, madame. Et la douleur aiguë de l'hypocondre droit. Alors, le digestif, on va appeler professeur Kamawi. Alors, il y a beaucoup qui ont répondu masse kystique. Beaucoup de kystes ciliés, je pense. Oui, il y avait beaucoup de kystes ciliés aussi, effectivement, oui. Beaucoup c'est cilié. Voilà, alors, la bonne réponse, c'est un kyste biliaire hémorragique. Oui, et il faut dire que ce n'est pas facile comme question, professeur Kamawi. En tout cas, ce n'est pas facile. Alors, je vous laisse. Voilà, donc le kyste biliaire, on le connaît tous et toutes. C'est une formation kystique à paroi fantomatique très fine. Mais le kyste, il peut se compliquer, surtout quand il a des tailles, quand il devient très important en taille, et donc il peut saigner, il peut comprimer, se surinfecter, ou il peut carrément se rompre en cas de microtraumatisme. Et quand il saigne, donc soit qu'on a l'aspect qu'on connaît, c'est-à-dire l'hyper-T1 spontané en IRM, ou l'individualisation d'un caillou intrakystique qui est au sein de l'image kystique, ou carrément parfois un niveau liquide-liquide. On peut voir un niveau liquide-liquide quand ça saigne. Et l'évolution va donner cet aspect grillagé, cet aspect feutré du kyste qui oriente vers une hémorragie qui est assez ancienne. Quand on va injecter, c'est sûr qu'il n'y aura pas de prise de contraste. Et donc, professeur Kamawi, c'était cet aspect-là, c'est l'aspect grillagé dont vous parlez, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est l'aspect feutré qui caractérise un peu l'hémorragie. Alors, le kyste cilié, par contre, le kyste cilié, par contre, c'est un kyste qui a une paroi épaisse, qui a un contenu qui est un peu hétérogène. Il peut être du cholestérol, on peut avoir de la graisse dedans, on peut avoir de l'hémorragie, on peut avoir de la mucine. Et il siège essentiellement en sous-capsulaire du 4 et la taille, généralement, elle ne dépasse pas 4 cm.
Alors, masse kystique, bon, on a ici un kyste qui est quand même en hypersignal T1, et puis bien sûr, on n'a pas mis les images injectées, mais ça ne se rehausse pas. Et kystidatique, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas le type 1 et ce n'est pas le type 2, ce n'est pas le décollement de membrane. D'accord, en tout cas, très instructif comme cas. Et c'est un aspect, quand on le voit une seule fois, je pense que la prochaine fois, ça va être facile, on le retient et on ne tombe pas dans le piège de cilier. C'est ça. Merci beaucoup, professeur Kamoui, pour ce cas. Et le deuxième, toujours en digestif, est-ce qu'il s'agit des kystes péribiliaires, amartome biliaire, maladie de Caroli ou polykystose? Et là aussi, on avait un maximum je pense qu'il y avait un maximum de bonnes réponses. Oui, effectivement, il s'agit de l'aspect étoilé qui est en rapport avec les amartomes biliaires. Les amartomes biliaires, c'est des malformations de la plaque ductale et ça se traduit en imagerie par des microkystes qui ne dépassent pas 1 cm en général ou 1,5 cm et qui sont parsemés dans l'ensemble du parenchyme hépatique. Élément essentiel, ce sont des kystes qui ne communiquent pas avec les voies biliaires. Alors, les kystes péribiliaires, ils ont une présentation particulière, comme vous voyez ici sur les images qui sont posées, c'est que leur distribution, elle est le long des canaux biliaires. Donc, c'est une dilatation des glandes péribiliaires. Et donc, ils vont se disposer autour des vaisseaux et des canaux biliaires et qui donnent l'aspect enchapelé ici caractéristique. Donc, il suffit de le voir une seule fois pour le retenir pour toujours. Alors, les autres éléments, si vous pouvez passer à l'autre diapositive, donc il y a la polykystose. Donc, la polykystose, c'est complètement différent, hein, vous voyez, parce que ce sont des kystes qui sont de taille différente. On peut aller du microkyste vers le macrokyste qui peut avoir plusieurs centimètres et qui peut s'associer aussi à une atteinte rénale dans le cadre de la polykystose hépato-rénale. Et puis la maladie de Caroli, vous la connaissez tous, c'est une malformation congénitale, c'est une dilatation kystique des voies biliaires intra-hépatiques. Et donc, ce sont des images kystiques qui vont communiquer forcément avec des voies biliaires. Merci pour ce cas. Alors, et là aussi, je pense qu'on avait beaucoup de réponses fausses plutôt, parce qu'on a pensé à la colite pseudomembraneuse devant ce cas de 27 ans, douleur de l'hypochondre gauche à type de torsion, avec absence de fièvre et un bilan biologique normal. Déjà, on a bien fait d'insister sur l'absence de fièvre. Donc, il n'y a pas de signe d'infection et avec un bilan biologique normal pour justement écarter la nécrose colique ischémique. Donc, la pneumatose kystique, il faut la connaître en fait. J'ai toujours retenu une phrase, on ne cherche que ce qu'on connaît. En fait, on ne connaît, non, j'ai oublié, si tu me rappelles… On ne trouve que ce qu'on cherche. On ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce qu'on connaît. Voilà. Donc, il suffit de connaître aussi l'entité pour pouvoir y penser quand on a des dossiers pareils. Et donc, la pneumatose kystique intestinale, c'est une maladie idiopathique en rapport avec des bulles d'air qui sont déposées soit au niveau de la sous-muqueuse, soit au niveau, de la paroi. Alors, elle peut être primitive et donc elle est dite idiopathique ou elle peut être secondaire à des affections digestives ou à une mucoviscidose, par exemple, ou à des affections respiratoires, ce qui est responsable de l'apparition de ces bulles d'air dans la paroi intestinale. On peut avoir aussi un pneumopéritoine par perforation de ces bulles d'air dans la cavité péritonéale ou dans la cavité rétropéritonéale. Mais c'est une affection qui est bénigne, qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale pour prise en charge. Alors maintenant, le diagnostic différentiel va se poser essentiellement, et il ne faut jamais confondre avec une nécrose colique ischémique. La nécrose colique ou la pneumatose intestinale ischémique, c'est un stade d'évolution tardive de l'infarctus entéro-mésentérique. Et là, on a une paroi fantomatique qui ne se rehausse pas, associée à un tableau clinique, un tableau biologique évocateur et qui peut aussi s'accompagner d'une aéroportie ou d'une aéromésentérie. D'accord. En tout cas, merci pour ce cas.
Et là, aussi, on avait beaucoup de mauvaises réponses, je pense. Il faut connaître l'entité. Oui. Voilà, oui, oui. Il faut connaître l'entité et puis il faut ticker aussi devant la localisation. Localisation, c'est ça. Oui, alors, on a eu beaucoup de réponses qui n'étaient pas fausses parce qu'on a eu comme appendagite. Oui. Sauf que la localisation, c'est au niveau du ligament rond et donc c'est plutôt qu'une appendagite, c'est une torsion du ligament rond. C'est une sorte d'appendagite particulière, on va dire. C'est ça voilà. En fait. C'est une forme d'appendagite particulière. Alors pourquoi on a mis ce cas? Parce que ce sont des patients qui surviennent généralement, qui nous parviennent pour des diagnostics de liposarcome. Oui. Et donc, c'est important de connaître. De deux, le tableau clinique, il est évocateur parce que c'est une douleur qui est d'apparition focale, brutale, focale et élective. Le patient, il montre carrément le point douloureux. Et quand on fait l'échographie ou quand on fait le scanner, ben, on retrouve ces images de densité graisseuse comme ça. Alors ici, c'est le cas d'une torsion sur le trajet du ligament rond. Voilà. Oui. Et c'est un traitement médical. Quand même. Oui, c'est typique. Oui. Oui, oui. Il suffit de le voir une seule fois, je pense. C'est ça, il faut connaître. Et d'y penser aussi. Et d'y penser. Voilà. Connaître l'entité. Et c'est l'équivalent de l'appendagite. Hein. Oui. Ça, c'était très facile, professeur Kamel. Volvulus du sigmoïde, tout le monde y a répondu. Oui. C'était un cadeau. Et ça. Voilà. Et puis, on a ce cas-là qui était, alors oui, alors le diagnostic le plus probable, alors c'est une question de Dr Sbehi. Alors, oui, alors c'est une question que je leur ai posée parce que devant une masse rénale solide tissulaire, on doit se poser la question de d'abord, est-ce que c'est vraiment une masse ou une pseudomasse? Et une fois qu'on a vu que la densité n'est pas la même, elle est à peu près la même sans injection, mais sur le temps artériel, on voit bien que la masse se rehausse totalement différent par rapport au parenchyme. Donc, on est sûr que c'est une masse qui a l'air tumorale, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de calcification et le rehaussement est modéré. Alors qu'un carcinome à cellules claires a plutôt une tendance à avoir un rehaussement hétérogène avec de la nécrose. L'oncocytome, il va se rehausser de façon très intense et l'angiomyolipome également. Mais après, on ne peut pas être sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai dit quel est le diagnostic le plus probable. C'est celui du chromophobe. C'est une tumeur qui est en général d'assez grande taille et qui reste homogène et qui se rehausse modérément par rapport aux autres cancers. Voilà, donc après, le diagnostic est obtenu histologiquement. D'accord. C'était le carcinome chromophobe qu'il fallait évoquer. Oui. Mais il y avait quand même une grande... c'était une question mitigée, mais il y avait quand même un grand nombre qui a répondu juste, malgré le fait qu'il fallait répondre rapidement. Et donc, c'est vraiment excellent. Oui. Alors, la question... Oui, alors le signe du Kissing ovaries, pardon, est caractéristique de quoi? Est-ce que c'est une endométriose péritoniale? Est-ce qu'il est caractéristique de l'endométriose utérine, de l'endométriose ovarienne ou de l'adénomiose? Alors, cette question, alors on a eu beaucoup de réponses qui ont dit endométriose ovarienne. Alors, le problème, c'est que pour parler du Kissing ovaries, en général, c'est une adhérence qui se fait entre les deux ovaires. Et pour que l'adhérence se fait entre les deux ovaires, il faut qu'il y ait une inflammation du péritoine. Et cette inflammation du péritoine, elle est due au fait qu'il y a des saignements répétés. Et donc, ça donne une inflammation de façon répétée. Et donc, on a ces adhérences et des synéchies et on a des ovaires qui se collent l'un à l'autre. Ils peuvent aussi se coller à la face postérieure de l'utérus. Ils peuvent parfois même se coller aux intestins. Et donc, c'est plutôt caractéristique de l'endométriose péritoniale. On peut avoir des endométriomes, des ovaires comme ça avec de l'endométriose, mais ce n'est pas caractéristique, ce n'est pas le signe, ça ne donne pas le Kissing ovaries. Donc ça, c'était une question aussi qui était mitigée et
voilà, je pense que la réponse maintenant est donnée. Et on passe à l'autre question de Leïla, toujours. Alors, 34 ans, non-fumeur, disponible. Quel est le diagnostic le moins probable? Cette fois-ci, c'est le moins probable, Leïla. Vous avez bien fait d'insister sur le moins, parce que c'est effectivement, on est dans le médiastin antérieur, d'accord? Donc, on est derrière le sternum et en avant du péricarde. Médiastin antérieur, on sait que les tumeurs, c'est les 3 T, donc thyroïde, thymus et tératome. Voilà. Et puis, bien sûr, on y ajoute le lymphome, et en particulier le Hodgkin. Alors, ça ne ressemble pas trop à un lymphome, même si ça pourrait l'être. Le lymphome, il a plutôt tendance à être encheminé. Un thymome, pourquoi pas, c'est assez homogène, c'est polylobé. Par contre, le carcinome à petites cellules, il touche les gros fumeurs. Voilà. Donc, ça ne peut pas être un carcinome à petites cellules. Une tumeur germinale, même s'il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de calcif, elle n'est pas écartée. Donc, ça, c'est un patient que j'avais biopsié. C'était une tumeur germinale maligne, mais ça aurait très bien pu être un thymome malin également. D'accord? Le lymphome aussi, hein, ce n'est pas improbable. Mais celui qui est moins probable, c'est à cause de la cigarette. Le carcinome à petites cellules touche les fumeurs. Voilà. C'est plutôt la clinique et pas l'aspect radiologique, Leïla? Exactement. L'aspect radiologique, on ne peut pas trancher. Entre une tumeur germinale et un thymome, on ne peut pas trancher. À cet âge, en tout cas. Le Hodgkin aussi, hein, c'est possible. On a vu des lymphomes comme ça qui sont polylobés uniquement dans le médiastin antérieur. Mais le lymphome, il a plus tendance à s'étaler en hauteur plutôt qu'en largeur. Il va plus être encheminé et toucher à la fois le médiastin antérieur et moyen. Mais on a ici une petite languette de graisse ici. Oui, bon, après, c'est une tumeur germinale maligne, donc ils ne nous avaient pas précisé. Finalement, finalement, le moins probable, c'était plutôt le carcinome à petites cellules. Que ce soit cliniquement ou que ce soit sur l'aspect radiologique. Ah oui, c'était aussi l'occasion de rappeler que le carcinome à petites cellules, peut-être, c'est une tumeur qui est parfois uniquement médiastinale. D'accord, oui. D'accord, donc il ne faut pas toujours penser que le carcinome bronchopulmonaire va être dans le poumon. Des fois, il est uniquement dans le médiastin, mais quand c'est des fumeurs, et puis en général, il va prendre la veine cave et donner un syndrome cave supérieur, etc., et des signes paranéoplasiques. Oui. D'accord, merci beaucoup, Dr Smahi. Merci. Alors, on passe au dernier. Non, ce n'est pas le dernier. Là, c'était très facile. Alors, tout le monde a répondu séquestration pulmonaire. Je pense que c'est l'aspect qui est typique quand même. Et puis, l'hémoptysie qu'on trouve surtout dans les MAV et dans les séquestrations. Donc, ça n'a vraiment posé aucun problème, professeur Alami. Oui, surtout l'image en reconstruction MIP qui montre l'artère tributaire de l'aorte thoracique et qui va irriguer la lésion lobaire inférieure droite. Donc ça, c'est l'image clé, bien sûr. Si on n'avait pas cette image, on répondait à autre chose, soit une pneumopathie, soit une lésion tumorale maligne du lobe inférieur droit. Donc c'est surtout l'image en MIP qui a aidé à poser le bon diagnostic. Alors, pour la séquestration pulmonaire, il s'agit d'un tissu parenchymateux pulmonaire qui est détaché ou déconnecté du reste du poumon. Alors, elle est déconnectée, elle est irriguée par une branche systémique, c'est-à-dire pas une branche de l'artère pulmonaire, mais une branche soit de l'aorte thoracique, soit, en général, c'est l'aorte thoracique. C'est dans 75% des cas, c'est l'aorte thoracique, mais ça peut être une branche artérielle systémique d'une intercostale, par exemple, ou d'une artère sous-diaphragmatique. Alors, il y a deux types. Le type le plus fréquent et qu'on voit habituellement, c'est la séquestration intralobaire. La séquestration intralobaire, c'est qu'il y a une enveloppe pleurale commune, aussi bien pour la zone tumorale que pour le reste du parenchyme pulmonaire. Bon, pas zone tumorale, on va dire zone pseudo-tumorale, parce que finalement, c'est pas une tumeur. Alors, cette séquestration intralobaire est la plus fréquente, qu'on voit essentiellement dans les régions inférieures, dans les lobes inférieurs, dans le segment postéro-basal du lobe inférieur, et notamment le lobe inférieur gauche, mais il n'est pas exceptionnel dans le lobe inférieur droit, comme dans notre cas. Alors, pour la présentation radiologique, il peut s'agir d'une condensation, comme c'est le cas dans l'image qu'on est en train de voir.
Alors, condensation, il est dû au remplacement des bronchioles, des alvéoles par un tissu fibreux et du collagène, bien sûr. Et puis, on peut avoir comme présentation une lésion kystique, tout simplement, et qui est due à la destruction du parenchyme pulmonaire par le processus inflammatoire qui s'est pérennisé et par les infections itératives, bien sûr. Alors, le deuxième type, c'est la séquestration extralobaire. Alors là, le segment pulmonaire déconnecté est là, son enveloppe pleurale propre. Il faut faire attention. Ce qui permet le plus de distinguer entre les deux, c'est le retour veineux. Parce que dans la séquestration intralobaire, on a un retour veineux normal, c'est-à-dire dans les veines pulmonaires, alors que dans la séquestration extralobaire, le retour veineux va se faire vers les veines hémiazygoses, vers les veines azygoses et vers les veines caves inférieures. Alors, le message à retenir, bien sûr, devant un syndrome de condensation ou devant des pneumopathies à répétition du lobe inférieur, avec éventuellement de l'hémoptysie, il faut penser, bien sûr, à la séquestration. Il faut faire un scanner, un angioscanner plutôt, avec un protocole adapté pour identifier cette veine ou cette artère nourricière aberrante et ne pas aller faire des biopsies, bien sûr, qui peuvent saigner la rage, bien évidemment, et exposer le patient à des risques d'hémorragie foudroyante. Voilà. Oui, très beau message, professeur Al-Alami. Vraiment, c'est le plus important à connaître. Et le dernier cas, c'était aussi un cas difficile un peu. Et malheureusement, c'était un cas difficile. Oui. Je pense qu'une seule personne qui a pu répondre correctement. D'accord, oui. Alors, il faut voir dans la clinique, c'est un patient de 30 ans déjà. Donc déjà, qui dit 30 ans, on élimine quand même le lipoblaston. Donc le lipoblaston, c'est les 3 premières années. Donc dyspnée, pas d'altération de l'état général, pas d'amaigrissement, etc. Donc plutôt, il faut penser à une pathologie. Bon, on va s'orienter plutôt vers la pathologie bénigne. Alors, l'hypomatose médiastinale, on a éliminé la lipomatose médiastinale parce que finalement, la lipomatose, c'est de la graisse, tout simplement, qui infiltre le médiastin. Il n'y a pas de lésion circonscrite, il n'y a pas de lésion encapsulée. Donc, on n'est pas devant une vraie lésion. Il y a des facteurs favorisants, sous-jacents, notamment l'obésité, la prise de corticoïdes au long cours et le syndrome de Cushing. Pour le siège, on peut l'avoir dans la région, bien sûr, cervicale, médiastinale, mais le siège à lui seul ne permet pas de distinguer entre les deux entités. Deuxième diagnostic qu'il faut éliminer, et là, toute la difficulté, bien sûr, le liposarcome médiastinal. Dans le liposarcome, bien sûr, il y a différentes entités au sous-type histologique. Il y a le liposarcome myxoïde, facile à éliminer, bien évidemment. Le liposarcome dédifférencié, là, vous n'avez pas assez de graisse, vous avez essentiellement un contingent tissulaire et vous pouvez bien sûr facilement poser le diagnostic. Alors, toute la difficulté se pose lorsqu'on a un liposarcome qui est très bien différencié, liposarcome lipomalaïque, alors qui ressemble énormément au lipome. Alors là, vraiment, on trouve toutes les difficultés à faire la part des choses. Et là, c'est soit, bien sûr, on va se fier à la clinique, on va dire que voilà, c'est un sujet qui est jeune, qui n'a pas assez de signes d'appel, qui est bien portant. Voilà, ça fait plus pencher vers une pathologie bénigne. Ou bien, ce qui est le plus judicieux, bien sûr, c'est d'aller faire une confrontation histologique, aller faire soit une biopsie, soit une exérèse tumorale, bien sûr. Alors là, bien sûr, pour différencier entre liposarcome, lipomalaïque et une tumeur graisseuse bénigne, il faut faire un complément immunostéchimique, ce qu'on appelle le FISH. Alors, FISH, ça permet de... Même si on fait la biopsie, pas dans un contingent tissulaire, c'est-à-dire en biopsie, une zone quelconque de la masse, sans cibler une zone particulière. Ce complément, bien sûr, de immunohistochimie permet de faire la part des choses. Alors, le thymolipome, c'est une tumeur qui est exceptionnelle, tumeur bénigne qui est exceptionnelle au niveau médiastinal. Sa présentation radiologique, c'est essentiellement de la graisse, avec quelques îlots de tissu thymique, parfois des travées fibreux, parfois des vaisseaux. Le siège, il est très orientateur. Le siège, c'est au niveau de l'angle cardiophénique, bien sûr. Le scanner permet d'approcher un petit peu le diagnostic, d'éliminer certaines entités, bien sûr.
Le diagnostic final, bien sûr, c'est l'histologie, bien évidemment. Et voilà, pour la radiographie, des fois, le premier examen, bien sûr, qu'on demande chez ce patient, je me rappelle très bien, c'était une radiographie standard qui a mis en évidence une ascension de la coupole diaphragmatique et on a pensé initialement à une paralysie phrénique. Lors du scanner, on a trouvé cette masse et finalement, le patient il a été opéré avec résection en bloc de la tumeur. L'examen anatomopathologique était en faveur d'un thymolipome et l'évolution, bien sûr, elle était très favorable, elle est bien portée. Et donc ce qui nous permet de faire la part entre thymolipome et l'hypoblastome, c'est plutôt l'âge. L'âge, thymolipome, liposarcome, dans les formes dédifférenciées du liposarcome, c'est facile. Dans les formes dédifférenciées, c'est facile. Dans les liposarcomes mixoïdes, pléomorphes, etc., c'est facile. La seule difficulté, c'est le liposarcome bien différencié, l'hypomalaïque. Alors là, c'est vraiment difficile. Et des fois, on est amené à faire une confrontation histologique pour faire la part des choses. Et une confrontation histologique avec études immunohistochimiques fiches, bien sûr. Pour la lipomatose médecine, c'est un terrain particulier, prise de corticothérapie ou une corticothérapie au long cours, et puis des sujets qui sont en général, c'est des sujets obèses. Et la lipomatose, ce n'est pas une lésion finalement, c'est une infiltration graisseuse diffuse du médiastin. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, professeur Alami, pour ces explications. Et merci à tous les professeurs qui nous ont accompagnés pour cette compétition. Merci au bureau, à tous les membres du bureau de la SMR Junior qui ont des idées extraordinaires et qui vont continuer à nous donner plein d'idées et à créer plein de nouvelles choses, Inch'Allah. Et merci surtout à tous les participants. Il n'y a pas, comme a dit professeur Kamaoui et professeur Alami, il n'y a pas de perdants, on est tous gagnants parce qu'on apprend toujours des petites choses quand même et c'est toujours intéressant. Et je pense que je peux dire que ce test qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment... Je pense que même si on l'a fait pour des radiologues diplômés, on aura pratiquement peut-être les mêmes scores et parce qu'il y a aussi le problème du temps qu'il faut gérer parce qu'en 30 secondes, il faut voir beaucoup de détails pour des cas qui ne sont pas vraiment faciles. En tout cas, bravo à tous et merci aussi à professeur Mouhaoui qui nous aide énormément avec son encouragement et sa logistique. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec les gagnants et on verra, ça va encore se corser. On passera à un autre type de compétition, Inch'Allah. Et à la prochaine, Inch'Allah. Allez, très bon week-end. Bon week-end. Merci. Salam alaikum. Oui. Mubarak, Inch'Allah. Inch'Allah. Eid Mubarak, au revoir. Au revoir.